Bienvenue à 4 histoires de vie, une série de 3 épisodes réalisés par chez Inès en collaboration avec les Rainbow Ambassadors. Rainbow Ambassadors, une association qui entend donner une voix et une visibilité aux seniors LGBTQIA+. Nous sommes aujourd'hui au 3e épisode. Le premier épisode, souvenez-vous, était consacré au coming out. Le deuxième à nos années de militantisme et maintenant nous allons envisager les perspectives d'avenir. Autour de la table, nous retrouvons Gilles, Priscilla, Baudouin et moi-même, Denise. Alors voilà, nous voilà donc pas à la fin de notre histoire, mais à la suite de notre histoire, les perspectives d'avenir. Comment envisageons-nous l'avenir en tant que seniors LGBTQIA+, puisque c'est un secret pour personne, nous sommes maintenant des seniors. Baudouin, j'ai envie de commencer par toi. Oh là là, ça c'est une dure mission que tu me donnes là. Je peux difficilement imaginer le vieillissement. Pour moi, le vieillissement, c'est de préparer l'avenir, c'est-à-dire une fois que je ne serai plus là, que les gens qui m'entourent soient heureux. Et c'est ça pour moi, je pense, c'est là-dessus que je me bats maintenant déjà et que je vais me battre. C'est que mon entourage, mes enfants, mon ex-épouse, Christian, mes amis, soient le plus heureux possible. Et moi, le vieillissement, je l'en veux. Bon, évidemment, on y réfléchit, on y pense souvent, et on n'a pas envie de vivre vieux et solitaire et grabataire. Hein, ça, je crois que c'est pour tout le monde la même chose, parce que je vois la vieillesse, c'est terrible. Les gens qui sont plongés dans la solitude, dans l'isolement, ça, c'est la pire des choses, je pense, et puis la douleur aussi. Et donc, si on peut avoir quelque chose de doux, et je pense que le but de Rainbow Ambassadeur est vraiment très, très louable, c'est de permettre et d'essayer d'améliorer le vieillissement des gens gays, lesbiens, etc., LGBTQI+. C'est vraiment une chose très, très utile, je pense. Ouais. Ok, Priscilla, comment nous pouvons-nous contribuer justement à adoucir le vieillissement des LGBTQIA+. Eh bien, je ne me pose pas la question comme ça, en fait. Je pense que, oui, visibiliser les LGBTQIA+, les Rainbow Seniors, bien sûr, mais aussi les visibiliser, non pas comme étant des seniors, mais comme étant des Rainbow, des personnes Rainbow, qui ont une expérience, qui ont un vécu, qui peuvent apporter quelque chose aux autres. Et par exemple, ces 2 dernières années, j'ai énormément réfléchi à ce que c'était que transitionner, qu'est-ce que c'est qu'être une femme transgenre ou être une personne transgenre. Et ça m'a porté à des sommets de réflexion ou des abîmes de réflexion, je ne sais pas, sur la transidentité, l'identité, etc. Je suis en train de créer un tarot de la traversée des genres. Et je voudrais terminer ce tarot et qu'il soit édité et qu'il puisse être utilisé avec un livre à côté avant de disparaître. Donc pour le moment, ça va, je suis encore en forme. Mais Et donc c'est important d'avoir des objectifs, en fait. Tu as un objectif. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et Baudouin aussi, il a un objectif puisqu'il veut assurer, je dirais, un après Mais le meilleur possible proche, oui. pour ton entourage propre, évidemment. Pas mon entourage proche, c'est pour toutes les autres personnes qui sont comme moi, finalement. Qui sont transgenres. Mais en fait, ça ne s'applique pas qu'aux personnes transgenres. J'ai aussi découvert que ça s'applique à un tas d'autres domaines. Et donc, je ne vais pas élaborer maintenant. Vous procurerez le tarot quand il sera prêt. On sera impatient de découvrir ça. Et toi, Gilles, tu es en train de vivre une expérience extraordinaire. Raconte un peu. Une véritable aventure, puisque tu ne t'y attendais pas du tout. Ah non, je ne m'y attendais pas du tout. Mais peut-être d'abord dire que je cherchais un service flat. Partout où on allait donner des formations, je regardais s'il y avait des services flat. Et puis finalement, j'ai trouvé un service flat agréable,
à Ixelles, tout près des étangs d'Ixelles. Et j'avais déjà pris une option sur ce flat. Et puis j'ai demandé de pouvoir assister à une réunion des habitants. Et à cette réunion, il y avait un quart des gens en chaise roulante, 2 tiers qui portaient leur... Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des vieux. Et je ne me voyais pas du tout là-dedans. Et donc, j'ai immédiatement barré mon option que j'avais pris là-dessus. Mais entre-temps, et c'est ça que tu veux sans doute savoir, entre-temps, j'ai commencé à jouer une pièce. Et cette pièce s'appelle « La vie secrète des vieux ». Et donc, c'est des témoignages de vieux, dont moi, où on parle en son nom propre. Donc, dans la pièce, je m'appelle Chile, comme je m'appelle partout. Et donc, on fait un tas de témoignages de ce que c'est d'être vieux, mais aussi tous les plaisirs et tous les plaisirs qu'on peut avoir à être vieux, et pas uniquement grabataire ou pas uniquement... Donc, et cette pièce, elle a commencé l'année passée au mois de mai, avec une première. Et depuis lors, on fait un tour mais mondial. On est même allé au Chili, au Brésil. Donc c'est vraiment une tournée mondiale et qui n'est pas prête à se terminer. Et donc, je suis heureux comme tout. Et j'ai une nouvelle vie. Tout à fait. Et tu as rajeuni. Mais tu n'as surtout plus le droit de vieillir. En plus, voilà. Oui, tout à fait. Et toi, Denise? Et moi, en fait, oui, j'ai encore des objectifs. Qu'est-ce que je pourrais donner comme objectif? Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté de travailler depuis que je suis pensionnée. Je suis maintenant pensionnée depuis 9 ans. Et j'ai tout le temps continué à faire du volontariat dans l'institution où je travaillais, plus alors tout le travail dans les différentes associations. En plus, je suis guide nature, ce qui fait que j'ai chaque fois des balades à préparer. Et je vis comme ça d'objectif en objectif. Et finalement, je réfléchis aussi beaucoup sur le vieillissement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me révolte de vieillir. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je trouve ça dégoûtant de vieillir. Mais dégoûtant que ça m'arrive à moi, quoi, de vieillir, de ne plus pouvoir, au niveau physique, faire tout ce que je faisais auparavant. D'un autre côté, il y a d'autres plaisirs. J'ai une petite fille, j'ai plein de joie de ce côté-là. Je me sens beaucoup plus libre de faire ce que je veux, même si j'ai quand même pas mal de contraintes. Mais donc, il y a des désagréments, bien sûr, au vieillissement, mais il y a aussi des agréments, des choses agréables. Et le fait, par exemple, de retrouver des gens de son âge, où on peut être, comment je dirais, naturel, parler de ses bobos, mais pas trop quand même, hein, avoir des aspirations communes, comme nous avons, avoir des objectifs communs. Ça, je trouve que c'est quand même, c'est précieux. C'est précieux. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça aide à supporter les tracas et les obstacles qui sont liés au vieillissement. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même, et ça on le ressent lors de nos cafés papotes, il y a quand même, je dirais, un sujet commun qui est comment va-t-on vivre la dernière phase de l'existence, mais comment va-t-on le vivre justement en tenant compte de cette perte d'autonomie qui va s'installer progressivement. Et donc on s'interroge quand même sur où voudrait-on vivre et avec qui on ne voudrait pas vivre. Je ne sais pas moi, comment vous voyez ça? Moi, vivre seul, ça ne me dérange pas, mais je crains d'un jour avoir besoin d'une aide pour pouvoir, par exemple, me mobiliser, faire les activités de la vie quotidienne, y compris tout ce qui est les besoins de base, quoi. Et donc, là, c'est évidemment
un gros sujet d'interrogation et d'inquiétude. Et vous, comment voyez-vous ça, Baudouin? C'est compliqué. Oui, parce que on n'a pas envie de vieillir. Ce que tu disais, c'est révoltant de sentir diminuer, de sentir qu'on a moins d'énergie, qu'on fait moins les choses. Et on a envie de se dire, mais après tout, à un certain moment, ben, on a bien vécu, on s'est bien amusé, mais pourquoi pas tirer sa révérence? Donc on a de la chance de vivre en Belgique où c'est quelque chose de possible. Mais parce qu'on veut rester heureux et bien jusqu'au bout. Alors tant que ça peut rester, et je pense qu'avec l'ouverture maintenant qu'on a par rapport justement à la communication des gens âgés, LGBT, etc., ça permet de partager des points de vue, des choses, et de ne pas se sentir seul dans ce qu'on est. Donc ça, c'est certainement une lumière, une fenêtre qui s'ouvre. Le fait de ne pas se sentir seul, je pense que c'est très, très important. Et malheureusement, autour de nous, je pense entre autres à certains qui viennent à nos cafés papotes, beaucoup se sentent seuls. Et que le fait de tenir ces cafés papotes, ça peut peut-être leur donner un, un- un peu d'espoir, un meilleur sentiment, un sentiment d'être accepté dans un groupe. Mais je remarque quand même que beaucoup se sentent, enfin, quand on entend comme ça par bribes et morceaux les conversations, il y a quand même un sentiment de solitude qui est présent et d'inquiétude par rapport à, à l'étape suivante, quoi. Où vais-je aller vivre? Dans quel environnement? Dans quel style de maison de repos? Ou dans quel cohabitat? Hein, puisqu'on parle quand même de plus en plus de co-housing et d'habitat. Les colocations, finalement, c'est pas pour les étudiants uniquement, mais on parle maintenant quand même beaucoup de colocations pour adultes et pour personnes âgées. Priscilla, qu'est-ce que tu en penses? La chose qui me ferait le plus peur, c'est la solitude. Et donc, je me dis, il faut que j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi. Et donc, en fait, j'ai des amis et des amis qui sont plus jeunes que moi. Donc ça, c'est check. Me voilà un peu rassuré. Et je me dis, tant que je serai pas seul, il y aura toujours une solution. Quoi qu'il arrive. Alors, déjà, j'habitais seul dans ma maison, et puis là, maintenant, on va habiter à deux avec ma copine, qui devient ma femme d'ailleurs. Donc, là, on sera à deux, mais bon, si on est deux grabataires, il n'y a pas d'avance. Donc, peut-être qu'on devra trouver une colocation, une cohabitation. C'est pas vraiment son truc à elle. Donc là, peut-être qu'on devrait aller dans une maison de repos, ce qui serait une perspective moins agréable. Mais je me dis, si j'atterris dans une maison de repos, ils peuvent être certains que je vais imposer des visites régulières des Rainbow Ambassadors pour donner des formations approfondies au personnel et aux résidents. Ça, c'est clair. Voilà. Et au niveau des soins, oui, j'ai aussi une anxiété, à savoir que je dois prendre des hormones, éventuellement je devrais en prendre plus à l'avenir en fonction de ce que je fais. Mais en même temps, on vit dans un monde qui est au bord du précipice. Et donc, est-ce que dans quelques années, on sera dans un pays en guerre? Et à ce moment-là, ce ne sera pas évident de pouvoir bénéficier de soins qui ne sont pas des soins de premier soin, de première urgence, mais dont j'aurai besoin quand même. Et toi, Achille, est-ce que tu te vois vivre en colocation? Oui et non. Euh, non, pour le moment, je vis dans une maison où tout le monde se connaît. Et donc, s'il y a un problème, si je ne sais pas porter les choses ou quoi, il y a toujours quelqu'un qui va venir m'aider. Et donc, ça, c'est formidable. Mais je voulais parler d'un projet, euh, rue Blas, où le
réalisateur de la pièce dans laquelle je joue organise, fait en sorte que la maison de vieux devienne un centre culturel et il y a des artistes qui vont vivre là 1 semaine, 2 semaines et font des choses avec les habitants. Et donc, il s'appelle Mohamed El Khatib. Il fait ça à Bruxelles et il fait ça à 3 endroits en France. Et donc, j'ai été visiter ce centre et c'est vraiment très joyeux. Les habitants font des pièces avec, ou font des peintures avec, avec les artistes. Et donc, ça amène toute une vie. Et dans une maison de vieux comme ça, je dirais encore que je voudrais bien y vivre. Ah oui. Moi, je ne sais pas si j'aimerais vivre dans une maison de repos, ça je crois pas. En colocation, je pense que j'aurais peut-être un peu de mal parce qu'en fait, bien sûr, on n'est pas seul, donc il y a l'avantage d'être entouré et de pouvoir s'entraider les uns les autres. Et d'un autre côté, on perd aussi un petit peu, je pense, de sa liberté parce que justement, il y a les contraintes, j'imagine, hein, les contraintes d'horaire, les contraintes d'espace. Voilà, mais peut-être que je me fais une fausse idée. Et alors, il y a quand même une question que je voulais vous poser, parce que c'est une question qui revient aussi très souvent, c'est est-ce que ce serait bien d'avoir une maison de repos où il n'y a que des LGBTQIA+. Quel est votre avis? Parce qu'ils sont très partagés, en fait, je pense, les avis. Baudouin, je sens que tu réfléchis à la question. Oui, moi je pense que c'est pas vraiment utile. Il faut que tout ça soit bien intégré, mais je trouve qu'on a vu leur pas hier encore, oui, c'était très mélangé avec des gens de tous les bords, des gens très ouverts, mais je pense que c'est plus riche encore que d'avoir que des gens qui sont LGBTI+. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à partager. Et bon, évidemment, les enfants, parce qu'on parlait de difficultés de vieillir, et je pense que ces difficultés, c'est plus de devoir dépendre d'autres et de ne plus se sentir utile. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est une espèce d'humiliation comme ça, et qui fait un peu peur. Et bon, maintenant, ça sort un peu du cadre de ta question, mais je pense qu'il faut rester plutôt ouvert et mixte, et plutôt dans ne pas créer une catégorie particulière. Et donc, par exemple, vivre dans un habitat qui serait plutôt transgénérationnel. Oui, c'est ça, transgénérationnel et aussi de différents milieux. Voilà. Un peu aussi comme ce dont Priscilla parlait il y a 2 minutes, c'est le bonheur aussi d'être entouré de gens plus jeunes. Oui, ça c'est très important. Ça c'est très important, je pense aussi. Avoir des jeunes autour de soi et pas uniquement des personnes de son âge. Priscilla, tu voulais ajouter peut-être un mot là-dessus? Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, hein, donc voilà, oui. Je confirme. Je confirme. Et toi, Chine? Mais moi, je crois aussi qu'une maison de repos avec que des LGBTQIA, c'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que en tant que LGBTQIA, on soit reconnu, on soit aidé, mais qu'on vit avec des gens de tous bords et de toutes. Mais et ce qui ne se réalise pas pour le moment, mais ce qui devrait se réaliser, c'est que ça soit intergénérationnel. Donc, qu'on n'a pas uniquement des vieux, mais qu'on a des gens de tous les âges qui vivent ensemble cette aventure. Oui, et de différents milieux sociaux également. Parce que je pense c'est quelque chose de très riche. Moi, je me rends compte que avoir une discussion avec des gens qui sont plus défavorisés peut être extrêmement enrichissant. Et je n'aime pas faire cette catégorie, en fait, à la fois au niveau social, c'est aussi au niveau sexuel, je dirais. Et donc, c'est rester très ouvert par rapport à ça.
Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe souvent aussi lors de nos discussions au Café Papote, c'est la crainte qu'ont certains, en rentrant dans une maison de repos, de ne pas être compris, de ne pas être accepté. Et alors, ce qu'il faut bien dire aussi, mais qui n'est pas propre aux LGBTQIA+, c'est le problème économique. C'est que le prix à la journée de la plupart des maisons de repos est vraiment beaucoup plus important que la pension que la plupart des gens touchent. Et ça, c'est vraiment un énorme problème, mais qui n'est pas propre aux LGBTQIA+. Mais ça ajoute quand même à cette anxiété, à cette crainte de qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, c'est vrai que les perspectives d'avenir, elles sont à la fois, je dirais, gaies, puisqu'on a encore tous et toutes des objectifs, des activités qui nous poussent à nous lever tous les matins, quoi, et à avoir quelque chose de chouette dans sa journée, mais qui est aussi dans le fond de la tête ce problème de la diminution de l'autonomie. Et tant et si bien qu'il y a quelques jours, en fait, on a invité les Rainbow Ambassadors, un représentant, un collaborateur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Ça aussi, c'était une session très intéressante, puisque cette personne est venue nous expliquer la loi sur l'euthanasie, la loi sur les droits des patients, la loi sur les soins palliatifs. Et il y a pas mal d'entre nous, de nos connaissances, qui étaient présents. Il y a eu vraiment une bonne discussion. Donc je pense que de plus en plus, nous sommes en train de réfléchir et de mettre en place des choses de façon posée, de façon aussi à avoir moins de soucis le moment venu. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous préoccupe concernant le vieillissement, ou quelque chose une idée pour encore diminuer le sentiment de solitude de la plupart des personnes que nous côtoyons? Par exemple, une d'entre nous, mais qui n'est pas là aujourd'hui, avait l'idée, on en avait discuté, d'essayer d'élaborer des réseaux dans le quartier, par exemple, de personnes qu'on connaît qui pourraient avoir besoin d'aide, et proposer d'aller faire les courses, proposer d'aller faire une petite promenade, proposer... parce que, bon, c'est une de nos collaboratrices ici à l'association qui connaît évidemment plus de lesbiennes, c'est une femme, et a l'impression que le sentiment de solitude chez certaines lesbiennes est vraiment très très grand. Elle en connaît plusieurs qui se sentent vraiment très seules, et qui ne font pas la démarche de venir au Café Papote. Il faut vraiment aller les chercher. J'ai l'impression que les hommes sont plus francs, ont plus facile à se déplacer, à venir en parler, à rechercher de l'aide. Je ne sais pas si c'est votre perception. Moi, ma perception, c'est qu'effectivement, les femmes, d'abord, elles vivent plus longtemps. Elles vivent plus longtemps que les hommes. Ça diminue. D'accord. Ben oui, tant mieux que ça diminue. Elles ont probablement un plus grand sentiment de solitude que les hommes. En tout cas, c'est ce qui ressort régulièrement des discussions. Je ne sais pas ce qu'il en est chez les trans. Est-ce que tu connais beaucoup de trans âgées? Les personnes trans âgées que je connais sont des personnes qui ont des contacts, parce que je les connais par des associations. Oui, oui. Donc évidemment... Mais par où y dire? Par où y dire, non. En fait, vraiment, entrer en contact avec des personnes trans qui seraient solitaires, je ne vois pas comment je pourrais faire, quoi. Donc, mais d'un autre côté, les femmes trans ont été au départ éduquées comme des hommes, et donc ont peut-être un comportement social différent, plus ouvert comme les hommes. Il faut aussi bien se dire que on vit dans une société où, a priori, les femmes sont supposées être à la maison, et malgré tout ce qu'on peut dire,
moi, je constate que ma copine, elle n'a pas beaucoup de copines. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Donc, je pense que je me suis fait du temps où j'étais un homme, enfin, où je m'affichais comme un homme. Et je pense que... Et donc, les quelques copines qu'elle a, c'est la même chose. Elles n'ont pas beaucoup de copines. Par contre, les copains que j'ai, ils ont beaucoup de copains. Et les copines que j'ai, elles n'ont pas beaucoup de copines. Donc, je crois qu'il y a vraiment, au niveau de la société, il y a une faible proportion de copines ou de relations. Voilà. Enfin, je pense que c'est lié au patriarcat, mais ça, c'est une hypothèse personnelle. C'est possible. Maintenant, chez les lesbiennes, il y en a quand même beaucoup qui ont milité dans leur jeunesse et qui avaient des amis et qui avaient beaucoup de relations. Mais est-ce que ça s'est prolongé dans leur parcours plus âgé? J'ai pas l'impression pour certains, en tout cas, de ce qui me revient. Et je voudrais pas terminer cet épisode sans revenir un petit peu sur les sensibilisations et les formations que nous faisons dans les maisons de repos et de soins. Parce que là, je pense que vraiment, c'est un endroit où nous pouvons vraiment apporter quelque chose pour que la fin de vie des LGBTQIA+, soit plus douce et plus heureuse dans certains, et mieux acceptée aussi dans les maisons de repos et de soins. Ça, je pense qu'on a là une action importante, non? Tout à fait, ah oui. Une action pour empêcher que les gens qui vont en home ou en maison de retraite, pour qu'ils doivent retourner dans le placard. Donc, ils peuvent, grâce à nos formations, j'espère qu'on contribue à ça, mais que ces gens-là peuvent se manifester en tant que tels et ne doivent pas à nouveau mener une double vie extérieure-intérieure. Je pense qu'en se visibilisant, il y a une histoire que je raconte parfois qui s'est passée dans ma famille où, en me visibilisant vis-à-vis d'un membre de ma famille, il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui avait des gros problèmes d'homophobie et apparemment ça s'est résolu, quoi. Ah ben c'est formidable, ça. Il me vient encore une réflexion qui est que la plupart des LGBTQIA+, n'ont pas forcément de descendance, donc d'enfants, qui vont s'occuper d'eux quand ils seront dans la dernière période de leur existence. Je ne sais pas, qu'en penses-tu, toi, Baudouin? Oui, parce que moi, je vis évidemment, j'ai des filles, j'ai des petits-enfants, et puis je vois comment mes parents sont partis. On avait la chance d'avoir ils avaient la chance d'avoir 7 enfants, en tout cas 6 qui s'en sont occupés, et on se relayait chez eux, et mes parents sont restés chez eux. Et à un moment donné, on a eu des difficultés pour trouver des dames qui s'occupaient en semaine. Et on est allé voir des maisons de repos, et j'ai été un peu effrayé, un peu comme ce que Chil a vécu quand il est allé, hein, et qu'il a vu que c'était des grabataires, des gens qui bavaient ou qui étaient complètement séniles. Bon, parce que c'est comme ça, malheureusement, qu'on évolue. Et donc j'ai dit non, ça je ne veux pas. Je veux arrêter mon travail et tout, mais je veux pas. Je veux m'occuper des parents. Je veux pas qu'ils aient là-dedans. Donc, je pense que pour les LGBTI, c'est quelque chose de plus difficile parce qu'ils n'ont pas cette chance d'avoir ces descendants. Donc, il faut absolument que les maisons de repos qui pourront les accueillir soient beaucoup plus ouvertes, soient plus gaies, soient plus... et qu'il y ait des choses qui font qu'ils aient du plaisir à y être. Et ce que Chil disait à propos de Mohamed, son réalisateur, qui a créé des espèces de petites pièces et des choses parmi les vieux, mais quel bonheur! On voit ça parfois à la télévision, on se dit, mais quel bonheur! Et alors, il y a un autre aspect que tu as parlé tout à l'heure, c'est l'argent. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un point très important. C'est que quand les gays ont peut-être plus de chances d'avoir un peu plus d'argent, mais c'est quand même par rapport à la retraite, par rapport à la vie normale, si on n'a pas vraiment un à côté,
on peut pas rester dans une maison de repos qui soit de standing ou qui soit quand même d'un certain niveau. C'est certain. Nous voici donc arrivés au terme de ce 3e épisode de 4 histoires de vie des Rainbow Ambassadors enregistrées chez Inès. Alors au terme de ce 3e épisode, ce sera bien sûr pas le dernier et nous espérons vous retrouver très bientôt pour d'autres épisodes, d'autres histoires de vie, d'autres sujets qui pourront vous intéresser. À très bientôt donc.